Alors bonjour à tous, dans cette première vidéo, je vous propose de faire un petit récapitulatif des notions essentielles en trigonométrie et pour les vecteurs. Alors, donc pour commencer ici en trigonométrie, on avait commencé par dire que pi radian c'était 180 degrés. D'accord? Donc ici, pi radian c'est 180 degrés. À partir de là, en fait, c'était pratique parce qu'on pouvait tracer littéralement tous les autres angles de mon cercle. Donc si je prends pi sur 6, je sais qu'il est là. 2 pi sur 6, c'est pi sur 3, hein, donc il est là. Ensuite, j'ai 3 pi sur 6, ce sera pi demi. 4 pi sur 6, etc. Et donc en fait, quand je vais faire 4 pi sur 6, je vais arriver là. 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, 7 pi sur 6, etc. Donc en fait, en prenant tous les multiples de pi sur 6, ça me permet de générer pas mal de mes angles. Alors vous remarquerez que ce n'est pas suffisant pour les tracer. Il faut aussi prendre des multiples de pi sur 4. Donc je m'explique. Ici, si je prends... hop là, une autre couleur. Si je prends ici pi sur 4, il n'est pas multiple avec pi sur 6. Donc en fait, là, je vais avoir 2 pi sur 4, donc c'est pi demi. Par contre, ici, je vais avoir 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, c'est pi. 5 pi sur 4. Voilà, et 6 pi sur 4, et on continue ainsi de suite. Alors, pour chacun de ces angles, il faut être capable de donner son sinus et son cosinus. Alors, en cours, je vous avais donné ici une astuce qui vous permettait de retrouver les angles sans les apprendre par cœur. Ici, on commençait par mettre 0, 1, 2, 3 et 4, puis on mettait tout sous la racine et on divisait par 2. Donc en gros, je mets tout sous la racine et je divise par 2. Ça donne ceci. Pour le cosinus, on devait juste inverser. Donc le 1, il passait ici, le 0 ici. Il y avait une symétrie par rapport à racine de 2 sur 2. Et je devais inverser ici. Voilà, alors dernière formule importante ici. La longueur d'un arc de cercle, c'est le rayon fois l'angle. Alors attention, que l'angle ici doit forcément être en radian. D'accord? C'est l'une des rares formules où l'angle doit être en radian. Sinon, de manière générale, quand vous me donnez une réponse, vous la mettez en degrés ou en radian, ça n'a aucune importance. Alors ensuite, on était passé à tout ce qui était angle supplémentaire et complémentaire. Donc je vous rappelle que ça, c'est mon angle X. Ici, je vais avoir l'opposé. Ici, je vais avoir l'angle supplémentaire. Donc l'angle supplémentaire, c'est l'angle auquel je dois rajouter θ pour atteindre 180 degrés. Donc automatiquement ici, je vais avoir l'anti supplémentaire. Tandis que ici, pi demi moins x, ça va être ce qu'on va appeler l'angle complémentaire. Alors c'est quoi le complémentaire? Le complémentaire, c'est l'angle auquel je dois rajouter x pour atteindre pi demi. D'accord? Et donc du coup, pi demi plus x, c'est l'anti-complémentaire. L'angle auquel je dois enlever x pour atteindre pi demi. Alors du coup, je ne vais pas tous les faire, mais ici, la longueur en bleu qui est ici, c'est cos de x, et il fallait regarder cos de x, où est-ce qu'il se situait. D'accord? Cos de x, je vois qu'il est ici, également, il est sur l'axe des sinus. Donc en fait, cos de x, c'est égal au sinus de l'angle qui est ici, et au sinus de l'angle qui est ici. D'accord? Ce sont des sinus parce que ce sont des projections sur l'axe des y. Donc en fait, je peux écrire que le sinus de pi demi moins x est égal au cosinus de x. Et le sinus de pi demi plus x, c'est aussi cos x. D'accord? Attention que lorsque j'avais ici pi moins x et pi plus x, la longueur ici cosinus est toujours la même, sauf que c'est négatif. D'accord? Donc attention que là, donc c'est bien un cosinus, et donc ici sera moins cos x, et ici je vais avoir moins cos x. Et alors, pour les sinus, c'est exactement le même concept. Je vous laisse faire. Donc ça, en fait, c'est quoi, à quoi ça sert concrètement? En fait, imaginons que j'ai pas pi sur 4, mais que j'ai 7 pi sur 4, par exemple. En fait, je vois que le cosinus, ils sont les mêmes. D'accord? Donc le cosinus de pi sur 4 est égal au cosinus de 7 pi sur 4. En revanche, je constate que les sinus sont opposés. D'accord? Ici, le sinus va être positif pour le pi sur 4, et tandis qu'il va être négatif pour le, pour le 7 pi sur 4. Au passage, dernière remarque,
dire 7 pi sur 4 ou moins pi sur 4, c'est exactement la même chose. C'est juste que dans un cas, on va tourner dans le sens positif. Donc là, je vais avoir 7 pi sur 4. Mais sinon, je peux aussi tourner dans le sens négatif. Et alors là, je vais avoir simplement moins pi sur 4. Par la suite, on avait vu 3 types de formules. D'accord? Donc là, les formules de type 1, c'est ce que j'appelle en fait le sinus d'une somme. Alors là, on se souvenait que lorsqu'il y avait du sinus, il y avait du mélange. Et quand j'ai sinus, en fait, je dois juste recopier le signe. D'accord? Lorsque j'ai du cosinus, j'ai pas de mélange, donc les cos sont d'un côté et les sines de l'autre, et je dois inverser le signe. À partir de là, on avait déduit les formules sin 2x et cos 2x. Alors comment il fallait faire? Il fallait dire que cos 2x, c'est égal à cos de x plus x. D'accord? Ça permettait de retrouver ces formules-ci sans les apprendre par cœur. Et concrètement, ici, le cos de x, cette formule-ci, si on la combinait avec le fait que cos carré plus sin carré est égal à 1, bah en fait, on retombait sur les deux formules qui sont ici. Donc on peut exprimer cos de x en fonction de cos carré ou en fonction de sin carré. Les formules de type 2 et 3, c'est quoi? Bah en fait, ça va être un produit de sinus. Alors comment est-ce qu'on faisait ça? Il fallait, je vous renvoie à la vidéo démonstration, mais ces deux types de formules, elles sont à savoir retrouver pour l'examen. Donc attention à bien savoir refaire les démonstrations. D'accord? Et pour finir, le dernier bloc en trigonométrie, c'était ce qu'on avait appelé du coup les équations trigonométriques. On a vu deux types. Soit vous avez un truc du style cos x est égal à cos pi sur 6 par exemple. Donc ici j'aurais pi sur 6. Alors il faut regarder c'est quoi cos pi sur 6. Cos pi sur 6, c'est la longueur qui est ici. Quels sont les deux angles dont la longueur justement vaut la longueur ici en bleu? En fait j'ai deux angles qui marchent. J'ai l'angle x et j'ai l'angle moins x. D'accord? Ces deux angles ont le même cosinus. Et donc du coup ici, ma solution ce serait quoi? Ce serait x plus 2 capi et moins x plus 2 capi. Alors ça c'était le premier type. Le second type c'était quoi? C'était sinus x est égal à par exemple sinus de pi sur 6. Alors c'est quoi sin pi sur 6? Ce serait du coup la longueur qui est ici. Quels sont les deux angles de mon cercle qui ont le même sinus? Pi sur 6 est 5 pi sur 6, donc celui-ci, son angle supplémentaire. Et donc du coup la solution ce serait pi sur 6 plus 2 capi, et en fait 5 pi sur 6 plus 2 capi. Donc là il n'y a pas vraiment de formule à connaître, il faut juste en fait tracer un cercle trigonométrique et voir ce qu'on obtient. Alors, à présent qu'on a fini la trigonométrie, attaquons les vecteurs. Alors déjà, la première question à l'examen, ce sera définissez un vecteur. Alors pour définir un vecteur, il existe deux méthodes. Soit vous avez deux points, un point A et un point B. Pour définir votre vecteur, vous faites les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Et ceci, ça vous donne du coup des composantes. Ça, c'est A1, d'accord? La première composante du vecteur A. Donc attention que mettre A en gras, c'est-à-dire que c'est un vecteur. Hein. Donc à l'écrit, j'aurais mis ici une flèche. Ceci c'est A2, ceci c'est A3. Ça, c'est une première manière d'avoir les composantes. L'autre situation, c'est une situation où vous avez directement une norme et un angle. Alors là, comment fait-on pour avoir les composantes? La première composante, ce sera A, donc la norme de A fois le cos θ. Et la seconde, ce sera la norme de A fois le sin θ. Alors, il existe une autre manière d'écrire ça. Je peux aussi dire en fait que c'est une combinaison entre mes vecteurs unitaires. Donc I, J et K, ce sont les vecteurs unitaires selon les axes. Et en fait, je peux tout simplement réécrire ça comme étant A1 fois I, A2 fois J plus A3 fois K. C'est la même chose. Alors, comment fait-on pour avoir du coup la norme d'un vecteur? Pour avoir la norme, on fait Pythagore. Donc on fait la racine carrée des composantes au carré.
Alors, au passage, je fais une remarque importante. Parfois, le vecteur il sera exprimé comme ceci. On va dire que le vecteur A, ben, c'est une norme, donc par exemple 5, multiplié par une direction. D'accord? Donc ici, j'aurai un vecteur unitaire. Alors, je reviendrai juste après sur la notion de vecteur unitaire. Donc, j'aurai un vecteur unitaire qui pointe vers A. Donc, concrètement, mon A, donc si ça, c'est mon vecteur 1A, donc 5, ce sera ceci. Tac. Donc, ça, c'est mon vecteur A. Donc, attention que dans ce cas-ci, la norme, c'est tout simplement ce qui est devant ma position. Donc, ceci sera la norme de mon vecteur. Donc retenez bien ça, ça aura son importance avec les produits vectoriels. Donc, alors maintenant qu'on a vu comment on définit un vecteur, donc attention qu'il existe deux méthodes différentes. Donc soit c'est avec 2 points, soit c'est avec une norme et un angle. Revenons un peu sur cette notion de vecteur unitaire. Alors un vecteur unitaire, c'est un vecteur qui a la même direction, d'accord, mais qui a une norme de 1. Donc la norme de mon vecteur unitaire, c'est 1. Pour avoir mon vecteur unitaire orienté selon A, je dois prendre A et le diviser par sa norme. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Donc mon vecteur A, en fait, il avait des composantes. Une composante, alors je reprends les mêmes notations. A1, A2, A3. Donc concrètement, en fait, ça vous fait A1 divisé par la norme de A fois le vecteur unitaire I, plus A2 divisé par la norme de A fois le vecteur unitaire J, plus A3 divisé par la norme de A fois le vecteur unitaire K. Donc ceci c'est un vecteur dont la norme vaut 1. Donc ce que je vous dis ici, c'est que si vous calculez la racine carrée de ceci au carré, plus ceci au carré, plus ceci au carré, moi ce que je vous dis en fait c'est que la norme ici elle vaut 1. Alors voilà, donc maintenant on passe au produit scalaire et au produit vectoriel. Ce sont les deux morceaux les plus importants. Alors, un produit scalaire c'est quoi? C'est la norme de A fois la norme de B fois le cos entre les deux. Un produit vectoriel c'est la même chose, sauf que j'ai un sinus. Alors attention, nuance importante, le produit vectoriel c'est un vecteur. Donc ce que j'ai calculé ici ce n'est pas un produit vectoriel, c'est la norme de ce produit vectoriel. Pour avoir la direction, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait la règle de la main droite. Il y a un truc important à retenir, c'est qu'un produit vectoriel, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par mes deux vecteurs A et B. Donc A cross B est perpendiculaire, d'accord? Il est orienté selon le vecteur unitaire normal. Alors, pour chacun de ces deux produits, en fait, je vais avoir une seconde méthode pour les calculer. Un produit scalaire, je peux tout simplement en fait multiplier les composantes entre elles. Un produit vectoriel, la seconde méthode, ça va être de faire un déterminant. Alors attention qu'à l'examen, si je vous demande de calculer un produit scalaire ou un produit vectoriel, vous choisissez une méthode, d'accord, la plus facile. Si vous avez des normes et des angles, utilisez la première. Alors en général, spoiler alert, vous n'aurez jamais l'angle. D'accord? Donc en général, vous aurez en fait les composantes de vos vecteurs et vous devrez faire simplement ceci. Donc la deuxième formule. Alors pour calculer un déterminant, je vous renvoie à l'exocorrigé du TP pour voir la méthode de Sarus. D'accord? Mais ça vous donne bien ici un vecteur. Donc vous aurez du I, du J et du K. Alors maintenant, concrètement, à quoi ça sert? Alors le produit scalaire, il y a 4 utilités. Soit c'est pour calculer l'angle entre deux vecteurs, soit c'est pour calculer les cosinus directeurs, alors on verra que les deux sont intimement liés, soit c'est pour vérifier que deux vecteurs sont perpendiculaires, soit c'est pour calculer ici des projections scalaires et vectorielles. Le produit vectoriel, soit c'est pour vérifier que deux vecteurs sont perpendiculaires, soit c'est pour calculer la surface d'un parallélogramme, soit c'est pour vérifier... Pardon, excusez-moi. En fait, le premier, je voulais dire, c'est pour calculer un vecteur qui est perpendiculaire. D'accord? Par contre, il sert aussi à vérifier que deux vecteurs sont parallèles. Et pour finir, en fait, on va avoir ce qu'on va appeler un produit mixte. Donc le produit mixte, ça va être un mélange de produits scalaires et de produits vectoriels. Et ceci, ce sera du coup pour calculer un volume. Donc ce slide-ci, il reprend vraiment toutes les notions à savoir faire pour l'examen.
Maintenant, je vous propose très rapidement de les parcourir une par une. Alors, pour vérifier que deux vecteurs sont orthogonaux, on vérifie que leur produit scalaire est nul. Alors, comment je sais ça? Je sais que le produit scalaire entre A et B, c'est la norme de A fois la norme de B fois le cos entre les deux. Oui, mais s'ils sont perpendiculaires, que vaut le cosinus? Le cosinus est égal à 0. Et c'est un peu le même principe ici. Donc la norme de mon produit vectoriel, ben, ça va être en fait la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Oui, mais si mes angles sont parallèles, pardon, si mes vecteurs sont parallèles, que vaut l'angle? L'angle vaut 0 degré. Et c'est quoi sinus de 0? Bah en fait, ça vaut 0. D'accord? Donc attention, produit scalaire, donc produit scalaire doit être nul, produit vectoriel doit être nul. Alors bien évidemment à l'examen, je ne vais jamais vous demander calculer un produit scalaire, calculer un produit vectoriel. Je vais vous demander à la place, bah, par exemple, vérifier que les deux vecteurs A et B sont orthogonaux ou bien parallèles. Bien à présent, je passe à l'angle entre les deux vecteurs. Alors la démarche, elle est tout le temps la même. Vous écrivez le produit scalaire entre A et B avec deux méthodes. Soit c'est XA, XB, YA, YB, ZA, ZB. Soit vous dites que c'est la norme de A fois la norme de B fois le cos de l'angle entre les deux. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche justement l'angle entre les deux. Cela signifie que c'est bien cosinus que je vais venir isoler. D'accord? Donc je vais venir isoler cosinus dans la formule ici. Si je le fais, qu'est-ce que j'ai? Ben en fait, je trouve que cos θ, c'est égal au produit scalaire. Et le produit scalaire, ce n'est pas celui-ci, parce que celui-ci, je ne l'ai pas. Hein. C'est quoi le produit scalaire? Je ne l'ai pas en tant que tel. En fait, je vais prendre ceci. D'accord? Donc ceci sera au numérateur. Et alors, je vais venir diviser par la norme de A et de A fois B. D'accord? Donc la norme de A fois la norme de B. Ceci, ça me donne le cosinus. Et alors, si je veux juste θ, ben en fait, je passe par arcos. Donc ce sera arcosinus de XA, XB, YA, YB, ZA, ZB, le tout divisé par la norme de A, c'est-à-dire la racine carrée de XA au carré plus YA au carré plus ZA au carré, fois la norme de B, et c'est la même formule avec des B. Donc ça, c'était calculer l'angle entre deux vecteurs. Alors, je vous ai dit que les cosinus directeurs étaient intimement liés. En fait, c'est un cas particulier où votre deuxième vecteur, ce sera un vecteur unitaire d'un axe. Donc vous avez le vecteur A qui sort du plan ici. Et je vous dis que mon vecteur B, ce sera, par exemple, ici, le vecteur I. Donc, en fait, au final, j'aurai la même formule, sauf que je vais remplacer ici B par sa valeur. Alors B, si je veux calculer mon angle alpha, ce sera I. Et c'est quoi la norme de I? La norme de I, elle vaut 1. Donc en fait, je vais avoir tout simplement A1 divisé par A. Si je fais A2 sur A, j'ai bêta. Et si j'ai A3 sur A, j'ai gamma. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que premièrement, en fait, le cos carré, la somme des cos carrés est égale à 1. Ça veut dire qu'à l'examen, si je vous donne alpha ou je vous donne bêta, vous pouvez en déduire gamma. Autre chose super important, c'est que en fait, le cos ici, si vous mettez ici comme les composants d'un vecteur, vous avez un vecteur unitaire. D'accord? Donc cos alpha, cos bêta, cos gamma, ce sont les composantes d'un vecteur unitaire. Donc à l'examen, je peux très bien vous dire, calculez-moi les trois cos directeurs et en déduisez-en les composants d'un vecteur qui est unitaire. D'accord? Donc ceci, c'est le vecteur unitaire 1A. Alors maintenant, on passe à autre chose, ça va être la projection scalaire. Alors ici, j'ai un angle θ. Alors comment est-ce que je fais pour projeter B sur A? C'est ça qui est écrit ici, je vais projeter B sur A. En fait, je me souviens en trigonométrie que la longueur ici, ça va être B cos θ. Alors comme je vous l'ai dit, comme par hasard à l'examen, vous n'aurez jamais B, vous n'aurez jamais cos θ. Par contre, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici en haut. Je vais écrire ici mon produit scalaire,
Donc ici, je vais écrire que le produit scalaire entre A et B, ben en fait, c'est XA, XB, YA, YB, ZA, ZB. Et c'est aussi égal à la norme de A fois la norme de B fois cos θ. Et pourquoi c'est magique? C'est magique parce que cos θ, il apparaît ici. Donc tout à l'heure, quand je voulais calculer l'angle entre les deux, j'isolais juste cos θ. Maintenant, je vais isoler B cos θ. Donc je vais avoir exactement la même formule. Donc c'est-à-dire que B cos θ, hein, qui est égal du coup à ma projection scalaire. Alors, vu qu'ici, c'est une projection scalaire, on appelle ça la composante. Hein. Donc c'est la composante de la projection de B sur A. C'est égal à B cos θ. Et ben en fait, ça va être égal à mon produit scalaire divisé juste par la norme de A. Et maintenant, si je veux passer d'une projection scalaire à une projection vectorielle, je dois multiplier cette composante par un vecteur unitaire qui est orienté selon A. D'accord? Parce que là, j'ai juste la longueur, j'ai la norme en fait. Mais je vous ai dit au tout début, je reviens ici dans le passé, qu'un vecteur, justement, pouvait s'exprimer comme étant une norme multipliée par une direction. Là, j'ai juste la norme. Bah, qu'est-ce qui me manque pour avoir un vecteur? Il me manque la direction. Bah, en fait, c'est ce que je vais faire ici. Ici, je vais multiplier ma norme, donc c'est-à-dire tout ça. Je vais le multiplier par un vecteur unitaire qui est selon A. C'est-à-dire que je vais venir diviser chaque composante de A par la norme de A. Ceci, c'est un vecteur. Je multiplie tout ça par ma composante. Hein, donc ceci, c'est la projection scalaire multiplié par un vecteur unitaire, ça va me donner du coup, tout ceci va me donner une projection vectorielle. Et c'est ça qu'on va appeler la projection de B sur A. D'accord? Ceci, c'est la projection vectorielle. Alors, ceci, c'était pour le produit scalaire. Maintenant, on passe aux applications du produit vectoriel. Alors, il y a un truc hyper important à retenir. Le produit vectoriel nous donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc si vous voulez avoir un vecteur qui est perpendiculaire à quoi que ce soit, vous créez deux vecteurs et vous calculez leur produit vectoriel. Pour connaître le sens, vous faites la règle de la main droite. Vous mettez vos mains, les doigts dans A, vous allez vers B, et le sens du pouce, ça vous donne A cross B. Du coup, pour faire ici A cross B, si c'est dans l'autre sens, bah, vous allez vers A, donc de A vers B, et le sens du pouce il descend, du coup ça vous donne ici un vecteur qui est vers le bas. Mais le message important, c'est que le produit vectoriel vous donne un vecteur qui est normal au plan. Alors, c'est quoi maintenant, concrètement à quoi ça sert le produit vectoriel? Le produit vectoriel vous donne la surface d'un parallélogramme qui est formé par vos deux vecteurs. Donc attention que je vous parle bien de la norme. Donc concrètement, vous allez calculer le produit vectoriel avec ici votre matrice. Donc ici, c'était le déterminant. Vous allez obtenir à la fin un vecteur. Donc ici, vous aurez quelque chose fois i, plus quelque chose fois j, plus quelque chose fois k. Ceci, ce n'est pas la surface de votre parallélogramme. Vous devez calculer la norme. Hein, c'est ce que je vous mets ici. La norme, comment vous la calculez? Il y a deux méthodes. Soit vous savez, en fait que le produit vectoriel entre A et B, en fait c'est la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux fois un vecteur unitaire orienté selon A cross B. Donc si vous avez le produit vectoriel qui est donné comme ceci, vous prenez entre guillemets tout simplement ce qui est devant le vecteur. Parce que ceci c'est une direction, ceci c'est une norme. D'accord? Donc ceci c'est une norme. Soit vous dites en fait que c'est la racine carrée de ce que j'ai devant le i au carré, ce que j'ai devant le j au carré, et ce que j'ai devant le k au carré. Donc ceci, c'est deux méthodes pour calculer une norme, tout dépend de la manière dont c'est donné, et c'est bien la norme qui est un chiffre qui vous donne du coup la surface du parallélogramme. Alors remarque, si c'est un triangle, ben vous faites juste ceci divisé par 2. Pour calculer un volume, là maintenant on va utiliser ce qu'on va appeler le produit mixte. Alors attention à ne pas confondre. Le produit vectoriel entre A et B, il n'y a que deux vecteurs.
Le premier ici, la première ligne, vous mettez I, J et K. Là, vous mettez les composantes de votre vecteur A. Là, vous mettez les composantes de votre vecteur B. Le produit mixte, il y a 3 vecteurs. Donc en fait, la première ligne, vous mettez le premier. La deuxième ligne, vous mettez le second. La troisième ligne, vous mettez votre vecteur C. Mais ici, attention, je vais bien avoir 3 vecteurs. Et donc, vu que ici, j'ai que des composantes, quand je vais faire mon déterminant grâce à la méthode de Sarrus, je vais obtenir directement un chiffre. Et ce chiffre, qu'est-ce que c'est? En fait, je vous dis que ce chiffre, c'est le volume du parallélépipède rectangle, enfin du parallélépipède, pardon, formé par les vecteurs A, B et C. D'accord? Donc attention que ici, il n'y a pas de vecteur.